Bonsoir, nous sommes le 1er avril 2015. Bienvenue sur TV Fil 78 pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Un jeune lycéen guinéen arrivé en France l'an dernier, scolarisé depuis dans un lycée de Saint-Cyr-l'École, vient d'être expulsé de sa chambre d'hôtel. La raison, il vient d'atteindre sa majorité. Des militants du réseau d'éducation sans frontières lui viennent en aide. La vallée de Chevreuse veut créer sa monnaie locale, une monnaie complémentaire et totalement dédiée aux échanges de proximité, précise Olivier Sanche, chargé de mission au sein du parc naturel régional. Il est l'invité de cette édition. Et puis, il est le meilleur chef pâtissier du Trianon Palace à Versailles. Son nom, Eddy Beganem. Avec son équipe, il vient de remporter le prix du meilleur dessert. Ce sera à découvrir tout à l'heure. Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé ce matin les traditionnels indicateurs de performance des lycées et dans les colonnes du Parisien. Un palmarès permet de s'y retrouver, un palmarès qui se base sur le taux de réussite attendu au bac et le taux obtenu, et puis également sur l'encadrement des enseignants. Ainsi, le lycée de la Plaine de Nauf, la Trappe, se positionne à la 15e place nationale, 86% de réussite au bac, mais une valeur ajoutée de plus 16. Et puis, nos confrères du Parisien ont également établi un classement des établissements au niveau du département des Yvelines selon leur taux de réussite au bac. Le premier lycée de notre secteur est à Montigny-le-Bretonneux, 12e place pour Saint-François d'Assise avec 100% de réussite, mais une note de -8 sur sa capacité à garder les élèves et à les amener à l'examen final. Premier lycée du classement yvelinois, l'Ermitage. C'est aussi un lycée privé à Maisons-Laffitte. 33 entreprises étaient présentes aujourd'hui à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Elles se sont déplacées pour la première édition des rencontres pour l'emploi en alternance et en apprentissage, organisées en partenariat avec l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, mais aussi la maison de l'emploi de Saint-Quentin. L'objectif, trouver des alternants, des apprentis, 150 offres d'emploi à pourvoir pour les jeunes de CAP à Bac+5, à la recherche de travail en alternance ou en apprentissage, des conférences, interventions, témoignages, également au programme de cette journée qui a attiré plus de 400 jeunes et qui s'inscrit dans une dynamique d'insertion dans le milieu professionnel. Écoutez les précisions de l'une des organisatrices de l'événement, c'est au micro de Florane Parfait. Ce projet s'inscrit dans un projet un peu plus global de la Maison de l'Emploi de Saint-Quentin-Yvelines, qui est sur sécuriser les parcours des alternants à l'issue de leur contrat d'alternance. Sachant que les grandes entreprises, qui sont beaucoup présentes ici, vous avez pu voir, embauchent les alternants et ne les gardent pas à l'issue. Donc l'idée, c'est de les garder dans les PME du territoire. Nous parlons à présent de cette initiative surprenante du PNR, le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Olivier Sanche, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes chargé du développement économique à l'origine de ce projet, également de créer une monnaie uniquement pour le parc. Ça servirait à quoi ? Alors tout d'abord, une monnaie pas tout à fait uniquement pour le parc, puisque le territoire sur lequel nous allons travailler concerne l'Urepoix et les communes du parc naturel régional, effectivement. Donc le projet, car c'est un projet pour l'instant, s'inscrit dans le cadre d'une réponse du parc à un appel à projet du Conseil régional Île-de-France pour des fonds européens. Et dans le cadre de cet appel à projet, nous souhaitons doper les circuits locaux, notamment travailler sur des filières agro-environnementales, des filières également de circuits sur des produits locaux avec les agriculteurs du territoire. Et pour ce faire, effectivement, donc, on a ce projet de monnaie locale qui est quelque chose qui est un liant et qui permettrait en effet d'enrichir et de booster les flux et les transactions. Pourquoi une autre monnaie que l'euro permettrait de booster les échanges, justement ? Alors, ça permettrait de booster les échanges tout simplement parce que une monnaie complémentaire ou une monnaie locale aurait uniquement pour objectif, ce pourquoi d'ailleurs toutes les monnaies ont été créées à l'origine, à savoir servir uniquement à l'économie réelle et aux transactions du quotidien, aux achats de produits, chez le commerçant du coin, à la ferme, pourquoi pas. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui reste sur le territoire et c'est quelque chose qui tourne et qui sert uniquement aux échanges locaux. Alors que si vous prenez le cas de l'euro, par exemple, les euros que vous avez dans votre porte-monnaie, que vous dépensez chez un commerçant, le soir, ils vont retourner dans les flux financiers, dans les remises en banque, etc. Et en gros, on considère qu'avec les euros qui circulent au niveau d'un territoire un jour J, vous avez 10 euros sur les 100 qui sont dépensés dans une journée, qui servent effectivement à l'économie réelle, mais les 90 autres s'en vont dans les systèmes de spéculation financière. Donc il n'y aurait pas de fluctuation aussi sur cette monnaie ? Non, il n'y aurait pas de fluctuation puisque ce serait une monnaie qui serait exclusivement locale. La seule fluctuation
circulation, ce serait en fait les adhésions et les entrées de nouveaux utilisateurs qui convertiraient leurs euros en monnaie locale, donc 1 euro pour une unité de monnaie locale. Et ensuite, cette monnaie pourrait être échangée. Elle pourrait éventuellement avoir un caractère fondant, c'est-à-dire que si les gens la gardent et ne la font pas circuler, elle finit par perdre un petit peu de sa valeur. Ça, c'est uniquement pour pouvoir stimuler les échanges. Mais voilà. Et comment ça marche pour un commerçant, par exemple, très concrètement? On va acheter un produit dans un des établissements, une ferme, par exemple, de la vallée de Chevreuse, un agriculteur, et ensuite, il en fait quoi de cet argent? Si lui, il veut l'utiliser pour payer son loyer, pour payer, je ne sais pas, des fournisseurs ou aller ailleurs avec? Alors lui, effectivement, il peut l'utiliser pour payer ses fournisseurs s'il a des fournisseurs locaux qui adhèrent au même système. S'il habite le territoire ou s'il a des dépenses sur le territoire, il peut également s'en servir. Et puis lui aussi, également, en tant que commerçant, bien sûr, il se retrouve au bout de la chaîne, dans un certain sens, et il peut accumuler beaucoup de monnaie locale. Dans ce cas-là, il peut aussi se transformer en bureau de change, tout simplement. Et du coup, être une porte d'entrée pour des habitants qui souhaitent convertir leurs euros en monnaie locale. De cette façon, ça permet d'éviter, en fait, d'accumuler de la monnaie locale dans la caisse d'un commerçant. Justement, c'est ce que j'allais vous demander, comment ça va fonctionner? Est-ce qu'il y a une banque qui serait partenaire, qui va jouer le jeu avec vous pour stocker et garder un petit peu les euros qui seront amenés contre cette monnaie locale? Oui, en effet, il y a une banque partenaire, enfin c'est en tout cas le principe projet de fonctionnement de la plupart des monnaies locales, car il faut savoir que c'est quelque chose qui existe déjà. Et donc il y a un fonds de garantie, en gros, avec un partenaire bancaire qui alimente en équivalent euro toutes les transactions qui sont faites et les conversions qui sont faites en monnaie locale. Je vais juste préciser, même si on est le 1er avril, que c'est bien sérieux tout ça, justement. Il y a déjà eu des réunions qui se sont tenues avec justement les chefs d'entreprise, des artisans, des agriculteurs. Ils sont plutôt intéressés par cette idée? Oui, alors absolument. Il y a eu des réunions dans le cadre du groupe d'action locale que nous avons mis en place, qui regroupe des entreprises, des élus, des associatifs. On a fait des sondages. On a également fait un sondage sur Internet. On a eu à peu près en une semaine 400 réponses. Et on a 78% des répondants qui se sont déclarés intéressés sur Internet pour avoir une monnaie locale et pour l'utiliser. Et on a même, sur ces 78% de répondants favorables, 21% qui se sont dit prêts à s'engager activement dans le projet, à travailler sur le projet. Et pour ceux qui ne veulent pas l'utiliser et qui habiteraient sur ce secteur-là, qui voudraient continuer à utiliser l'euro, ce serait possible dans le projet? Absolument, puisque c'est une monnaie complémentaire, encore une fois. Donc ceux qui ne veulent pas l'utiliser conservent leurs euros et continuent leur vie en euros. Alors, sur les détails pratiques, comment ça va s'organiser? Quel délai vous vous êtes fixé? Maintenant, il faut une réponse européenne, puisque c'était un projet européen également. Et puis, à combien vous l'avez estimé? Parce que ça a un coût aussi de mettre en place tout ça. Oui, absolument. Donc, les délais maintenant, nous venons de déposer aujourd'hui même notre dossier auprès de la région Île-de-France. On va avoir une réponse très rapide pour savoir si notre dossier est présélectionné. Et s'il l'est, nous allons nous mettre au travail sur les 6 mois à venir pour le dépôt de dossier définitif auprès de l'Europe avec la région Île-de-France. Voilà. Combien donc ça coûte? pour le coût, alors pour une monnaie coûterait locale, c'est estimé à peu près, pour un lancement, c'est estimé à peu près à 100 000 euros pour mettre en place une monnaie locale. Tout ça, ça comprend un début de fonds de garantie, ça comprend également des frais de création du support matériel de monnaie locale, de sécurisation, pour éviter évidemment le faux monnayage s'il y en a. Voilà, ça c'est le coût de base. Mais il faut savoir encore une fois que ça s'inscrit dans notre dossier plus large de circuits courts locaux, d'implantation d'unités de méthanisation. Et là, on est quand même sur un très gros dossier au niveau de la région Île-de-France, puisque on pourrait obtenir quelque chose de l'ordre d'1 million d'euros pour financer l'ensemble de notre projet de territoire. Juste une dernière question concernant cette monnaie, cette initiative de mettre en place une monnaie parallèle, complémentaire, comme vous nous l'avez expliqué. Cette monnaie complémentaire, véritablement, pourrait être rentable? Vous avez chiffré la rentabilité aussi, parce que ça coûte 100 000 euros tout de même? Oui, absolument. On a chiffré la rentabilité. On parle là de développement économique. Alors, comme vous le disiez, on est le 1er avril, mais ce n'est pas du tout une blague. Et au contraire, on a aussi des objectifs tout à fait pragmatiques de développement économique local. Et il faut savoir que dans la plupart des exemples de monnaie locale existantes, on a en fait un flux de transactions locales, d'échanges locaux, qui est multiplié par 3 sur le territoire sur lequel la monnaie a cours. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très concret qui permet de booster le tissu économique local, mais également de fixer une richesse locale, encore une fois, comme je l'ai dit, dans ce qu'on appelle l'économie réelle. Cette monnaie locale, une fois qu'elle est en circulation sur le territoire, elle ne sert
qu'au territoire et ne repart pas dans le Luxembourg ou dans des paradis financiers. Pas de paradis fiscaux pour cette monnaie qui existe déjà dans d'autres localités. Une trentaine de monnaies locales sont déjà en circulation en France. Merci Olivier Sanche d'être venu du parc naturel Haute-Vallée de Chevreuse et on verra donc si ce projet se finalise dans les prochains mois. Société maintenant pour la suite de ce journal avec le cas de cet étudiant guinéen arrivé en France en mai 2014 et qui se retrouve aujourd'hui à la rue. Il est toujours scolarisé au lycée Jean Perrin à Saint-Cyr-l'École. Il a été pris en charge à son arrivée par l'aide sociale à l'enfance. Et puis il a été, le jour de ses 18 ans, expulsé de sa chambre d'hôtel. Aujourd'hui, ce sont les militants du réseau d'éducation sans frontières qui l'aident à trouver une solution durable. Le reportage de William L. C'est l'histoire de Mamadou Ouri, 18 ans, lycéen et déjà sans domicile fixe. Cet adolescent guinéen, arrivé en France il y a 1 an, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance qui lui a fourni un logement. Majeur depuis le 25 mars et toujours scolarisé, il se retrouve aujourd'hui expulsé de sa chambre d'hôtel sans aucun suivi social. J'étais au lycée, je suis rentré. Directement, je n'ai pas retrouvé la clé de la chambre. J'ai demandé à la patronne. En fait, la patronne m'a dit que le conseil général, ils ont appelé qu'à partir de 13h qu'ils vont plus payer l'hôtel. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé là. Considéré comme apte à subvenir à ses besoins, Mamadou Ouri s'est alors vu retirer son logement. Pourtant, son profil lui autorisait à signer un contrat jeune majeur qui lui permettrait de poursuivre ses études. Parce que pour poursuivre tes études, il te faut des personnes qui doivent être là pour toi, psychologiquement et surtout pour poursuivre d'autres études, il te faut des tuteurs et tout. Donc, il te faut une adresse. Donc, qu'on a demandé à la responsable, c'est une prolongation, même si c'est pas juste avoir le contrat jeune majeur, mais juste avoir une prolongation vers la fin de l'année scolaire pour voir, parce qu'il me faut du temps pour me préparer compte tenu des obstacles qui vont arriver. Donc. Ce que l'on demande, bien sûr, c'est que le Conseil général réétudie sa position de façon à ce qu'il le prenne en charge jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à le début de l'année scolaire prochaine, puisque en fin de compte Mamadou Ouri veut continuer ses études en étant en alternance, ce qui lui permettra d'avoir un revenu minimum, mais au moins un revenu pour pouvoir se prendre en charge lui-même. Pour pouvoir bénéficier du contrat jeune majeur, Mamadou est à la recherche d'un patron pour continuer sa formation en alternance dès la rentrée 2015. Pour le moment, l'adolescent est hébergé par des militants du réseau d'éducation sans frontières, également soutenu par ses professeurs et son club de foot. Le conseil général joint par téléphone n'a pas donné suite à notre demande d'entretien. Culture, la médiathèque de Saint-Quentin en Yvelines, qui est située à Montigny-le-Bretonneux, a ouvert ses locaux temporaires au centre commercial SkyWest. Le transfert des fonds documentaires est effectué. Le public va pouvoir reprendre ses habitudes en attendant la fin du chantier d'envergure des bâtiments historiques. Michael Elmidoro et Mathilde Capberne. Appelez-la dorénavant la médiathèque du Petit Canal. Depuis ce matin 10h, la structure a ouvert ses portes dans ses nouveaux locaux à SkyWest après 2 semaines de déménagement. J'ai une fille qui est très grosse liseuse et qui emprunte assez régulièrement des bouquins, donc on est assez impatients. C'est pas mal, c'est du provisoire, mais pour du provisoire, c'est profitable, c'est bon, c'est pas mal. Avant 10h, il y avait déjà pas mal de public qui attendait qu'on ouvre les portes. L'ensemble du personnel était là pour les accueillir, donc pour nous c'était un moment très, très attendu parce qu'on a passé de nombreuses semaines à préparer l'ouverture de cette médiathèque. Donc voilà, on est très content d'avoir de nouveau ouvert ses portes et puis de mettre à disposition tout cet espace. Un espace qui est plus réduit que les locaux situés sous le Théâtre National. Auparavant de 2700 mètres carrés, il est dorénavant de 700 mètres carrés. Une réduction qui demande une nouvelle organisation.
On en a profité en fait pour faire des regroupements de collections. Donc notamment au niveau des documentaires, on a mélangé les collections pour adultes et pour enfants. Et on a souhaité là aussi quand même faire vivre cet espace, pas seulement par les collections qu'on propose, mais aussi par des rendez-vous. Donc on va continuer à organiser certains de nos rendez-vous ici. Et puis on a aussi profité de ce déménagement pour créer des partenariats avec des structures culturelles qui appartiennent à l'agglomération. La médiathèque du Petit Canal restera à SkyWest durant 1 an, le temps que les travaux de rénovation de l'ancien site soient terminés. L'accueil et les horaires, eux, n'ont pas changé. Durant le mois d'avril, la musique du monde est à l'honneur à la Verrière. Des ateliers parents, enfants sont organisés à l'espace culturel Aimé Césaire afin de découvrir en famille les traditions musicales de 5 régions du monde. Yolène Thorez et Elodie Moine. Ils viennent du monde entier, d'Afrique, d'Asie ou encore d'Amérique. Ces instruments d'une qualité rare se sont installés à la Verrière au sein de l'espace culturel Aimé Césaire. L'objectif est de mettre en lumière les liens qui existent entre ces différentes traditions musicales. Certains de ces instruments peuvent avoir des liens très forts et certains de ces instruments ont une histoire commune et ont traversé les siècles, les frontières, ont traversé les océans pour migrer avec les peuples d'un pays à l'autre. En parallèle, des ateliers parents-enfants sont organisés, de quoi découvrir en famille les traditions musicales de 5 régions du monde. Ce jour-là, les percussions mandingues sont à l'honneur avec une initiation au djembé. Nous avons tous un imaginaire en fait des musiques du monde, même si certains instruments nous semblent assez exotiques, avec des formes assez incroyables. On a tous en tête des sons, des musiques, des mélodies qui nous font penser immédiatement à l'Asie, à la Chine ou au Brésil. C'est un travail d'équipe en quelque sorte, parce qu'on fait pareil que les autres. Et si quelqu'un fausse à des accords, donc c'est un peu bien aussi, ça nous donne le rythme. C'est des instruments auxquels on n'avait jamais joué, donc on commence à sortir des sons alors qu'on n'a jamais sorti un son de n'importe quel instrument. C'est formidable ça. Je pense que les enfants arrivent beaucoup mieux que les parents. C'est pas évident. Prochaine session prévue le lundi 13 avril de 18h à 19h. Un spectacle de restitution est également prévu dans le mois. À l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, nous vous proposons ce soir d'en savoir un peu plus sur le trompe-l'œil. Il existe une école de formation à Versailles. Ses élèves étaient présents ce week-end au château pour montrer leur savoir-faire. Catherine Zulato et Elodie Moine. Ces motifs fleuris, ce sont des grotesques, l'art du trompe-l'œil proposé au regard des visiteurs du château de Versailles. Là, ils sont en train de réaliser des panneaux décoratifs d'inspiration 18e qu'on appelle des grotesques. Et voilà, qui leur demande d'avoir une forme de dextérité dans le maniement du pinceau, dans le geste. Ce sont des ornements qui ont pour caractéristique justement que d'être adaptés au pinceau. C'est le pinceau qui fait la forme. Des grotesques, du faux marbre. Ici, au château de Versailles, le trompe-l'œil a toute sa place. C'en est même presque l'essence des lieux. Certes, on a du vrai marbre, on a de la vraie pierre, on a des boiseries magnifiques, mais on a aussi du trompe-l'œil, que ce soit du bois, que ce soit du bas-relief, que ce soit du faux marbre. Il y a des trompe-l'œil qui sont uniquement décoratifs et d'autres qui poussent jusqu'à être vraiment illusionnistes. Dans toute la peinture classique, il y a une notion de trompe-l'œil qui existe. Là, il y a une cage d'escalier entièrement en fausse moulure. Il y a beaucoup de faux marbre ici, un peu partout, mêlés au vrai marbre d'ailleurs, qu'on a parfois du mal à distinguer. J'aime bien toutes les imitations en fait, de faux, donner l'impression d'eux en fait. Et c'est quelque chose qui est très intéressant et très, très bluffant en fait aussi. L'école d'art mural de Versailles avait toute sa raison d'être ici au château, une façon aussi de faire connaître l'établissement installé dans le quartier Notre-Dame, une structure qui accueille peu d'élèves, une vingtaine seulement par session, et à l'issue de la formation d'une année, 100% sont d'ailleurs sûrs de trouver un emploi.
C'est un art français, tout d'abord, et de quoi je pense que c'est renommé dans le monde, qui, pour la raison qu'on est quand même à Versailles, pour essayer de pérenniser cette activité. Il y a une vraie demande pour cette activité, même par des entreprises internationales. Alors, les élèves ils vont travailler pour les entreprises qui se trouvent à Paris, comme également, ils sont maintenant demandés d'autres pays, comme en Russie, comme en Chine et maintenant à Dubaï. Le trompe-l'œil, un savoir-faire dont on retrouve des traces dès le XVe siècle, un art qui se développe en France au XVIIIe siècle, un vrai style de précision et du détail. Un nouveau prix pour les cuisiniers des Yvelines. Eddy Benganem, chef pâtissier du Trianon Palace à Versailles, et son équipe viennent de remporter le prix du meilleur dessert. Le reportage est signé Mickaël Elmidoro et Yolène Torres. Un dessert aux saveurs exotiques et aux textures surprenantes, ce mélange gastronomique a permis au chef pâtissier du Trianon Palace Eddy Benganem et à son équipe de remporter le prix Lebé, un concours qui récompense les meilleurs plats en Île-de-France. La composition du dessert proposé par le chef yvelinois est pour le moins surprenante. C'est en fait un dessert signature, donc la forme toujours identique, une forme d'œuf, à l'intérieur une mousse qui peut être au chocolat, noir, blanc ou lait. Là, c'était une mousse à la noix de coco. Un sorbet qui peut être aux fruits rouges ou un autre parfum. Là, on était resté dans le thème de l'ananas, donc des notes d'ananas et de coco comme une pina colada. Donc sorbet ananas, ananas rôti, ananas frais, une mousse extra légère à la noix de coco et puis un croustillant ultra régressif et extrêmement gourmand à la noix de coco. On est sur de la fraîcheur, on est sur un visuel assez élégant bien sûr, mais on est sur quelque chose de frais, régressif et extrêmement gourmand. Cette distinction est une belle reconnaissance pour ce pâtissier de 42 ans passé par le Ritz, l'hôtel de Crillon ou encore le Georges V et qui a posé ses ustensiles de cuisine et ses casseroles au Trianon Palace en 2008. C'était super chouette quoi, c'était vraiment, moi j'étais, ce qui me reste c'est vraiment très content. Content d'avoir remporté ce concours, content de la reconnaissance des gens qui ont noté ce dessert-là et content pour mes amis quoi, qui me connaissent bien ou des gens de la profession qui me connaissent bien et qui étaient aussi enthousiastes que moi, quoi. Ce dessert sera remis à la carte dans une quinzaine de jours pour la période estivale au Trianon Palace de Versailles. On en salive d'avance. Et pour terminer ce journal, en ce 1er avril, voici notre question du jour. Pensez-vous et pourquoi? C'est signé William L. et Patrick Jacques de Dixmude. Je peux rapidement vous poser la question du jour. Écoutez le fil. On peut essayer? Oui. Voilà, je suis prêt là, c'est parfait. 2, 3. Alors, la question du jour, c'est pensez-vous et pourquoi? Moi, je pense plus à rien du tout. Et pourquoi? C'est plus simple. Oui, je pense parce que je suis. Voilà, vous voulez plus? C'est pourquoi? Non? C'est en direct? Non. Ok, super, merci beaucoup, parfait. Alors, pensez-vous et pourquoi? Ah, il pense beaucoup avec moi. On se parle. Alors, qu'est-ce que vous me dites là? Que j'ai essayé de ne pas penser à l'occasion d'une certaine chose, parce que mon esprit avait été envoûté par quelqu'un, et je ne voulais pas qu'il prenne mon esprit. Et j'ai vu que c'était infaisable. D'accord, super. Voilà. C'est intéressant. Et merci aux Saint-Quentinois qui se sont prêtés au jeu. Fin du journal, je vous retrouve demain plus sérieusement aux mêmes horaires. Très bonne soirée sur TVFil.